Aurélien Bélanger, après la théorie de l'information et l'aménagement du territoire, voici Le Grand Paris, votre nouveau roman qui vient de paraître chez Gallimard. C'est un roman politique d'une grande érudition, comme tous vos romans, et qui revisite les 25 dernières années de l'histoire de France. Un roman dont l'un des principaux personnages est Nicolas Sarkozy, que vous appelez le prince dans ce livre. Votre héros est l'un de ses conseillers, c'est un urbaniste, l'un de ses conseillers pendant la campagne électorale, puis à l'Élysée, et ce serait lui qui aurait eu l'idée du Grand Paris. Alors pourquoi vous êtes fasciné par le Grand Paris ? Alors je me suis souvenu récemment que j'avais écrit un premier roman il y a très longtemps, au tout début des années 2000, dont le personnage principal était François Mitterrand, le fameux président bâtisseur, donc tout cela est très vieux. C'était une façon, une nouvelle fois, d'analyser l'aspect monarchiste de notre République, mais pas seulement. Après, j'ai beaucoup d'attachement à cette ville en tant qu'elle est plus grande que ce qu'on croit, en tant qu'elle est une ville de 12 millions d'habitants absolument immense. Est-ce qu'on peut réconcilier le centre et la banlieue ? Parce que c'est au fond ça, l'ambition du Grand Paris. Avant, c'était l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, c'est le centre et la banlieue. Votre héros est un enfant du 92 qui a grandi dans la crainte du 93, le département le plus pauvre de France. Et puis, entre le 92 et le 93, il y a Paris qui est coincé entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est que la réconciliation, elle a déjà été faite à la fin des années 70 avec l'ouverture des Halles. Et les Halles, elles ont été instantanément détestées par les Parisiens. L'ouverture des Halles, vous voulez dire l'ouverture du quartier des Halles. À partir du moment où il n'y a plus l'ouverture de la gare souterraine des Halles qui faisait que les banlieusards pouvaient rejaillir au centre comme une sorte de fontaine infinie. Et c'est par là qu'arrivaient les cultures urbaines, le graphe, le hip-hop. C'est par là qu'en fait, les bourgeois parisiens ont vécu sauvagement de leur propre ville. Donc en fait, ce truc n'a pas complètement marché. On voit les polémiques absurdes qu'il y a eu au moment de la rénovation des Halles au tournant des années 2000, où d'un coup l'objet urbanistique est devenu extrêmement réactionnaire. Les opinions des Parisiens sur l'urbanisme, c'est on déteste la tour Montparnasse, on déteste les Halles, on déteste les tours, etc. Donc je voulais imaginer une sorte de deuxième temps, parce qu'on sait à quel point, pour plein de raisons liées à notre histoire, au jacobinisme, etc., l'urbanisme fonctionne par radiales qui vont du centre à la périphérie. Il fallait imaginer un système qui serait une sorte de double 8 écrasé, où on arriverait à incarner dans le ferroviaire ce grand fantasme à la base religieux de Pascal. Qu'est-ce que c'est que Dieu ? C'est un cercle dont le centre serait partout, la circonférence nulle part. L'agglomération parisienne, grâce au Grand Paris Express, deviendrait un endroit où il n'y aurait plus de centre, où Noisy-le-Grand ou encore Colombes pourrait devenir le centre d'une ville en perpétuelle fusion dans elle-même. Le Grand Paris Express, il faut le rappeler, c'est un train automatique qui va faire le tour du Grand Paris. C'est un métro automatique dont les travaux ont commencé, et j'imagine dans mon livre que... j'imagine en fait son inventeur, qui est le conseiller de Nicolas Sarkozy, qui lui dit qu'en gros, il faut faire ça. Alors le véritable enjeu du Grand Paris, quand on lit votre roman, Aurélien Bélanger, c'est le 93 au fond. C'est là que se jouerait le sort de ce que vous appelez la modernité, mais aussi de la République, de l'Occident au fond. C'est là que s'écrit l'histoire depuis 25 ans, d'autant que les modes, la culture, la musique viennent depuis 25 ans du 93, avec le rap, le hip-hop, les baskets. Le 92, le département le plus riche de France, s'est mis volontairement sous l'emprise du plus pauvre, écrivez-vous. Oui, c'est quelque chose qui s'est produit dans les années 90. Mon héros grandit au pied des tours de la Défense et il sent que le grand récit national, qui est vraiment censé se passer là, parce que la Défense, dans le prolongement des Champs-Élysées, c'est vraiment une frise chronologique inscrite dans la pierre. Et il se rend compte qu'en fait, le lieu de désir, ça devient le 93. Et le 93, depuis en gros 25 ans, 30 ans, est une sorte, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est, je pense, l'une des plus grandes mythologies de la France contemporaine. L'objet qui est devenu deux lettres fait peur, terrifie. Je me souviens d'un livre au relent plutôt réactionnaire qui était paru au début des années 2000, qui s'appelait Les territoires perdus de la République, et qui racontait des problématiques liées grosso modo à la religion dans des collèges du 93. Tout ça, depuis une vingtaine d'années, tout se joue ici. Les enjeux, les points de tension les plus forts de la société française se jouent ici, avec cette grande explosion qu'ont été les émeutes de 2005, où d'un coup, Paris a senti que d'un coup, qu'est-ce que c'est que la Révolution française ? C'est le Faubourg Saint-Antoine qui entre en insurrection. Là, c'est le Faubourg Saint-Antoine de Clichy-Montfermeil qui entre en insurrection, avec cette grande peur. Le 93 comme grande peur contemporaine. Dans ce roman, d'ailleurs, vous racontez aussi ces 25 ans au cours desquels l'islam est devenu le nouveau visage du mal. On en reparlera dans un instant avec Thomas Guénolé. Après le communisme soviétique, au fond, il y aurait eu l'islam et le terrorisme en tant qu'expression de la vérité de l'islam qu'on nous assène depuis maintenant quelques années, en serait le climax. Même pas, je pense qu'en fait c'est encore plus grave que ça. Le premier temps, c'est arabe égale délinquant, premier temps de l'équation xénophobe classique. Deuxième temps, on construit un peu plus, on met un peu de politique, le musulman devient terroriste. Et le troisième temps, je pense qu'il a commencé maintenant, c'est on pense directement
simplement que les musulmans, c'est des remplaceurs. C'est le peuple barbare qui vient nous envahir. Donc en fait, la construction de l'étranger, précisément du musulman, enfin de l'étranger fantasmatique, parce que les musulmans ne sont pas étrangers, est complètement délirante. Et on est, je pense, vraiment dans la pure névrose à ce niveau-là. Alors cette névrose ou cette dialectique communautaire qui pourrait aller jusqu'à la guerre civile, vous l'imaginez dans ce roman, Aurélien Bélanger, elle se met en place au cours des dernières années, mais on peut dire depuis un quart de siècle, et celui que vous appelez le prince dans ce roman, mais derrière lequel on reconnaît facilement Nicolas Sarkozy, il prend une place très active. Il va fabriquer quasiment de toutes pièces, avec l'aide de quelques conseillers occultes, la problématique identitaire. C'est lui qui va faire exister un islam de France pour ensuite l'abandonner. Je me souviens de l'image du Bourget où il se fait acclamer par la foule en disant qu'en gros on va enfin faire un islam de France, et à la fin il dit mais les femmes ne devront pas être voilées pour les photos d'identité, un truc comme ça. Et la caméra était braquée sur la foule. Enfin, tout ça était très bien construit. J'exagère dans le roman, j'imagine que tout ça est profondément rationnel, mais il y a aussi cet aspect, je pense. Qu'est-ce que c'est qu'être de gauche profondément ? Être de gauche, c'est penser que l'horizon politique définitif, c'est la révolution. Être de droite, c'est penser que l'horizon définitif, c'est la guerre civile. Être de droite, c'est penser qu'il peut y avoir la guerre civile et qu'il faut nous en protéger, alors que la gauche n'a pas ce problème. Donc, elle pense qu'il peut y avoir la révolution et qu'il ne faut pas nous en protéger. Ce serait ça la définition de la gauche ? Ça pourrait être ça. Alors que, et du coup, il y a quand même dans la séquence Nicolas Sarkozy, dans les années 2000, il y a l'idée une fois de plus, pour la 40e fois, de l'homme providentiel qui va sauver la France, etc. Ça a quand même très bien marché, la campagne de 2007 était très réussie à ce titre-là. En fait, ça n'a pas marché comme ça, très vite ça s'est effondré, Nicolas Sarkozy n'a pas sauvé la France, mais je pense si j'osais, il a quand même sauvé quelque chose. Il a sauvé la politique qui était devenue une sorte de mouroir où on ne voyait plus la distinction entre la gauche et la droite. Il a réinjecté malgré tout, volontairement et peut-être à son corps défendant, du désir pour la politique en France. Ouais. Alors, ce prince que l'on découvre d'abord ministre de l'Intérieur, puis candidat, puis président dans votre roman, il est sous l'influence d'un certain Machelin, qui est son conseiller occulte, mais qui est aussi un professeur, qui a compris dès les années 80 que le Front National allait remplacer le Parti communiste français en tant que parti des classes populaires et en tant que parti aussi de la France périphérique. On peut y reconnaître assez facilement Patrick Buisson, bien que vous le fassiez mourir avant même que votre prince n'arrive à l'Élysée. Est-ce que vous êtes inspiré véritablement de Patrick Buisson ? En partie, c'est une synthèse de l'intellectuel de gauche qui devient un intellectuel de droite. Ça s'est passé en France beaucoup autour des problématiques sur la guerre en Irak et puis un petit peu après. Il incarne un universitaire de gauche à peu près normal qui va devenir le conseiller du prince. Et il en a même peur lui-même. La nuit où il s'aperçoit qu'en fait il tutoie le prince, il en est effrayé. Mais il s'appelle Machelin, c'est une référence à Machiavel, et il se dit que la politique est polluée par le machiavélisme depuis 5 siècles et il est temps de refonder le pacte politique, de réouvrir le vieux dossier du théologico-politique qu'on a pu croire régler derrière la question de la politique comme efficacité. Et il va réouvrir un peu, son grand fantasme, c'est de réouvrir la boîte de Pandore de la politique. Ouais. Et le Grand Paris, alors, dans tout ça, comme le Paris haussmannien a émergé après les poussées révolutionnaires de 1830 et de 1848, le Grand Paris émergerait dans l'imaginaire de votre prince après quoi, ou avant quoi, ou à la place de quoi ? À mesure que j'avançais, je me suis rendu compte de mon rapport personnel à l'urbanisme. De tradition, on est moderne. Enfin, je me sens moderne, c'est-à-dire que je ne crois pas en Dieu, et je crois à la modernité et au progrès. Et quel est le culte des modernes ? Finalement, les modernes croient à une chose, à la ville toute refermée, toute enclose sur elle-même, où l'homme est capable, enfin, parce qu'il a acquis un statut très fort, de gérer sa propre survie de façon complètement autonome. La ville, c'est le lieu de l'autonomie de l'homme, et c'est aussi l'endroit où cette autonomie devient folle, où l'homme redevient un loup pour l'homme. J'ai essayé de prendre très au premier degré la métaphore de la jungle urbaine, etc. C'est le moment où l'homme se réensauvage dans la ville, enfin, tous ces fantasmes. Donc, un moment, mon héros se dit que peut-être que la ville moderne, telle qu'elle s'est manifestée dans les souterrains des Halles, est un dieu suffisant. Aurélien Bélanger, Le Grand Paris, votre nouveau roman fait à peu près le même nombre de pages exactement, environ 480, que les 2 précédents romans, La théorie de l'information et L'aménagement du territoire. Comment vous faites pour être aussi précis ? Vous avez besoin à chaque fois entre 475 et 480 pages pour écrire votre histoire. C'est devenu un petit fétichisme parce que je compte le nombre de caractères par ligne et je vérifie qu'en fait on triche pas et qu'il y a vraiment la même taille. Non, mais c'est une sorte de taille standard. J'arrive à faire ça tous les 2 ans, donc j'ai l'entraînement pour, et c'est un peu comme Amélie Nothomb, elle chaque année fait des romans qui font exactement la même taille que l'année précédente. C'est une comparaison flatteuse ou pas flatteuse pour l'un ou pour l'autre, je sais pas, mais oui.
Le Grand Paris, c'est le nouveau roman d'Aurélien Bélanger qui vient de paraître chez Gallimard.